Salut les philosophes. Pour l'heure, je voulais vous partager une pensée de révision, parce que je suis en train de lire mes fiches, et j'ai été percutée par une phrase de... Ouais, il faut que je regarde la caméra. J'ai été percutée par une phrase, voilà, que j'étais en lecture, donc je vais vous la lire. C'est sur la phénoménologie. La phénoménologie distingue le corps-objet soumis à l'extériorité et au mécanisme, et le corps propre, partie constitutive de ma personnalité, centre de référence du sujet. Donc ça aurait été théorisé par Fichte et Merleau-Ponty, d'accord, qui sont des phénoménologues qui ont pris la suite de Husserl, d'accord. Dans les phénoménologues, on a également Sartre. Et en fait, cette phrase-là, je me demande si c'est pas une théorisation, donc une expression rationnelle d'un mécanisme pervers, en fait, tout simplement, au sens où moi je crois beaucoup qu'une structure de personnalité aura tendance à vous faire développer ou vous laisser séduire par telle ou telle philosophie de préférence. Euh, voilà. Euh, mais pour moi, c'est pas une façon de réduire les pensées, puisque évidemment l'être humain est toujours un mélange extrêmement complexe, et pour moi ça ne fait que donner davantage de force en fait aux théories et de validité aux théories malgré leurs différences, parce qu'à mon sens justement il y a cette dynamique où chaque théorie va cerner une des dimensions du réel, dans ses particularités et dans ses multiples manières de s'exprimer. Et par exemple, il y a des moments où vous allez souffrir, c'est bien d'appliquer du Schopenhauer. Il y en a d'autres où ça va être beaucoup plus pertinent d'être avec Spinoza. Vous voyez, quand bien même, d'apparence, il y aurait contradiction entre une philosophie quand même assez pessimiste, parce que chez Schopenhauer, c'est des visions bouddhiste, qu'on pourrait rapprocher du stoïcisme en fait, ou de l'épicurisme. L'idée c'est de ne pas souffrir, d'atteindre une forme d'ataraxie ou de nirvana, mais au sens où on oublie sa propre existence, et par la cessation du désir, on atteint un réel calme. Mais ça reste une vision assez négative du bonheur. D'accord, on cherche pas à être plus heureux ou être super heureux, non, on cherche juste déjà à cesser de souffrir. Et dans des moments, je pense que c'est cette vision-là qui est la plus pertinente. Tandis que chez Spinoza, ça va être vraiment cultiver les pensées grâce à votre raison, je précise, cultiver grâce à votre raison des pensées qui vous rendent heureux. Parce que si vous cultivez des pensées qui vous rendent heureux, vous allez augmenter votre puissance et du coup, vous serez un bienfait pour la société. Ça vous aidera en fait à être quelqu'un de bien en fait, grâce aussi à vos émotions. C'est pour ça que j'adore Spinoza. Bref, mais pour revenir à cette question de la phénoménologie, pour moi, en fait, est-ce que cette façon de distinction de corps-objet, la figure perverse telle qu'elle a été théorisée, c'est un individu qui est seul, entre guillemets, parce que consciemment, évidemment que la personne sait que les autres existent, mais qui est sa seule réalité effective, et les autres, en fait, vont être réduits à des objets. Dont on peut nier l'existence, dont on peut faire un bon ou un mauvais objet, mais à sa guise. Et en ce sens-là, autrui serait vu comme un objet, donc je vous l'ai lu, qui est soumis à l'extériorité et au mécanisme, et donc on pourrait manipuler, si on a les connaissances adéquates pour le faire. Et donc cette phrase-là, je vais la mettre aussi en relation avec le concept de néantisation chez Sartre, qui pareil, en fait, peut apparaître comme un mécanisme pervers, en fait. Le fait que, ma conscience a tout à fait la capacité de nier l'existence de l'autre, ou de le réifier à quelque chose qu'il n'est pas, qu'il n'est pas, par exemple, le fait qu'il donne l'exemple, Sartre, je vais attendre un ami, et alors je crois que c'est au moment où l'ami rentre dans la pièce, je vais avoir aucun problème à ne pas faire attention aux autres gens, pour pouvoir me focaliser sur celui qui m'intéresse. Donc
voilà, mais cet aspect, en fait, le fait d'avoir été en mesure, voilà, de faire ressortir cet aspect, cette capacité de l'homme à nier l'autre ou à en faire un objet, euh, voilà, qu'il n'est évidemment pas, donc c'est nier son sujet, hein, en faire un objet, sa dimension subjective, comme avec le garçon de café. Voilà, quand on va réifier, on voit un garçon de café et on s'imagine que il n'est que garçon de café, alors que non, pas du tout. Il est bien plus que ça. Il a des doutes, des craintes, des espérances. Voilà. Euh, et donc voilà, donc je fais cette remarque, je précise, non pas pour réduire et attaquer la phénoménologie comme étant une production perverse, je te tiens. Non, non, pas du tout. Ici, l'idée, au contraire, chez moi, c'est voilà, c'est d'appuyer sur le fait que un type de personnalité euh, a la possibilité de cerner une dimension du réel que les autres enfin, vont rater en fait, à côté duquel les autres vont passer. Euh, or, pour moi, là, ce serait la pertinence, euh, entre guillemets, la force. Alors, je connais pas du tout Sartre, hein, je vais pas l'accuser et dire Sartre est un pervers, d'autant que voilà, moi je crois qu'il n'y a pas voilà les pervers et les non pervers, qu'il y a des tas de degrés de perversion, que un névrosé peut avoir des mécanismes de défense pervers, qu'un pervers il peut se névrotiser avec le temps. Enfin voilà, que évidemment l'être humain ne peut jamais être réifié, chosifié, euh, voilà, restreint à une catégorie. Voilà, toi tu es ça et tu n'es rien d'autre. Non, c'est pas vrai. Euh, je crois beaucoup à la liberté de l'être humain de pouvoir influer sur lui-même. J'y crois parce que c'est beau, qu'il faut y croire. Voilà, mais voilà, et au sens où pour moi, euh, voilà, là, peut-être que justement, cette force de la personnalité perverse, c'est d'avoir cerné cette dimension, ce mécanisme pervers qu'on a tous, au sens où voilà, dans la psychanalyse, il y a l'idée que l'enfant est un pervers polymorphe et qu'on a tous un noyau pervers en nous-mêmes. Donc là ici, quand on dit on a un noyau pervers et que l'enfant est un pervers polymorphe, c'est pas un jugement moral. Il faut pas du tout y voir l'enfant est méchant et on est tous méchants au fond de nous. Pas du tout. Mais voilà, ce serait peut-être que ouais, ça désignerait voilà cette tendance qu'on a tous à néantiser et à réifier autrui. Et en ce sens-là, voilà. Il fallait peut-être un pervers pour pouvoir trouver cet aspect-là du réel. Voilà, donc bon, évidemment, ce n'est absolument pas une affirmation, ce n'est qu'une hypothèse. Comme j'ai dit, c'est une idée qui m'est venue comme ça et qui me trotte dans la tête depuis 2-3 semaines et que je trouvais intéressante. Donc je vous invite à débattre dessus, à réfléchir, à exprimer vos accords ou vos désaccords. Euh, voilà, et surtout aussi, voilà, s'il y a des thérapeutes, des psys, voilà, vous inviter à peut-être que ça pourrait être intéressant de faire voilà, des analyses justement d'ouvrages philosophiques pour essayer voilà, de faire ressortir certaines structures, d'autant que voilà, la légende raconte que on ne voit que peu, on voit presque jamais de pervers en analyse, puisque voilà, le pervers, grâce à son clivage, ne va pas souffrir, ne va pas culpabiliser, ne va pas être voilà, dans le mal, donc il va pas ressentir le besoin d'aller en thérapie. Donc du coup, peut-être que pour pallier à ce manque de connaissances-là, il faudrait aller se pencher sur des productions intellectuelles ou des productions artistiques de pervers. Ça pourrait être très intéressant et nous apprendre beaucoup de choses sur le monde et sur nous-mêmes. Voilà. Salut les philosophes.